Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence virtuelle au nom des sociétés historiques de Montréal, de Québec et des éditions du Septentrion. Alors ce soir, c'est moi qui officie à la place d'Alex Tremblay-Lamarche, mais c'est promis, il reviendra pour la prochaine. En tout cas, ce soir, nous allons parler d'un sujet montréalais. Donc, nous avons tourné cette pré-conférence à Montréal. Nous avons l'immense privilège de recevoir Gilles Sabourin, qui est ingénieur en physique nucléaire, mais qui est surtout l'auteur de Montréal et la bombe aux éditions du Septentrion. Et je le précise aussi, il est membre de la Société historique de Montréal. Et en fait, Gilles a travaillé pendant 15 ans pour trouver le maximum d'informations sur le laboratoire secret de Montréal, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour le compte des Anglais, a cherché à développer une bombe atomique et un réacteur nucléaire. Donc ce soir, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir. Le livre est sorti début octobre aux éditions du Septentrion. Ça s'appelle Montréal et la bombe. Et si ce soir on a choisi de vous inviter, c'est pour un peu explorer tout ce qui a conduit à la rédaction de ce livre. On va parler de votre enquête, on va parler de la science, parce que c'est réellement fascinant ce qu'on a pu découvrir grâce à cet ouvrage, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à Montréal un laboratoire secret anglais pour travailler sur la physique nucléaire, avec beaucoup de perspectives, beaucoup d'enjeux. Et on va balayer ça ce soir. On va commencer déjà, Gilles, par évoquer un peu votre parcours, puisque vous êtes ingénieur en physique nucléaire. Vous avez travaillé dans une centrale nucléaire ici. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez rédigé ce livre. Comment vous êtes tombé sur ce dossier secret? En fait, la première fois que je n'ai entendu parler, c'est quand j'étais à l'université. Il y avait un cours qu'on avait qui était Histoire des sciences, qui était un cours complémentaire comme ingénieur. Et un des livres qu'on avait à lire, c'était Scientist in Power, qui était par Spencer Ward, un Américain, qui a écrit sur le fait qu'après la guerre, justement, il y a beaucoup de scientifiques qui ont été dans des postes de ministres ou des postes très importants dans différents pays, dont la France. Et il parle du laboratoire de Montréal dans ce livre-là. Donc ça, c'était la première fois, puis ça m'a fasciné puisque c'était... Moi, j'ai étudié à l'École polytechnique à Montréal, qui est sur le campus de l'Université de Montréal, où était le laboratoire de 1943 à 1946. Bon, ensuite, j'ai travaillé, tout ça, et peut-être il y a une quinzaine d'années, il y a eu un professeur britannique qui est venu faire une conférence à Montréal et il a reparlé du laboratoire de Montréal. Et là, ça m'a vraiment... ça a piqué ma curiosité. Comme c'est dans mon domaine, que j'ai toujours travaillé à Montréal, donc je me suis mis à faire des recherches là-dessus, puis j'ai trouvé qu'il y avait des histoires absolument incroyables et qu'à peu près personne n'en avait entendu parler. Et concrètement, vous faisiez quoi dans le nucléaire au Québec? Moi, je suis un spécialiste de la sûreté des centrales, donc je travaille pas directement dans les centrales. Je travaille dans un bureau. Je fais des simulations d'accidents. Donc, je suis analyste de sûreté. C'est dans le but, évidemment, de prévenir les accidents dans les centrales. Là. Fait que c'est ça qui est ma spécialité. D'accord. Donc, vous aviez vraiment le bagage technique pour analyser tout ce qui s'est passé. Côté histoire, est-ce que c'est une discipline qui vous a intéressé ou vous y êtes mis à ce moment-là? Bon, j'ai toujours aimé l'histoire. Puis bon, on sait, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un moment très particulier dans l'histoire humaine, là, puisque ça a été partout sur la planète. Et il est arrivé des choses vraiment incroyables, dont certaines choses à Montréal. Et c'est ça. Puis ça, on n'en parle presque jamais. Alors, effectivement, ce qui est aussi vraiment frappant, c'est que finalement, la physique nucléaire, c'est une discipline qui est assez récente. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quand tout ça a démarré, et puis comment ça a démarré, où ça, pour qu'on se remette un peu dans le bain de l'avant-guerre? Donc, c'est ça, c'était vraiment tout nouveau. Quand la guerre a été déclenchée au mois de septembre 1939, la découverte de la fission nucléaire, c'était en février 1939, donc seulement quelques mois avant la guerre. Et ça a eu, comme on le sait, une importance majeure pendant la guerre. Donc, la grande majorité des découvertes ont été faites par
les Alliés, la plupart des pays alliés, pendant la guerre, gardé secret. Il y a eu toute une histoire au début de la guerre là, où il y avait pendant une période encore des articles scientifiques qui étaient publiés dans les revues publiques, donc accessibles à tout le monde, y compris aux Allemands. Et il y a eu un gros effort de la part de divers scientifiques dans les pays alliés pour cesser toute publication, pour ne pas donner d'informations aux Allemands parce qu'on craignait évidemment que les Allemands, eux aussi, développent leur propre bombe nucléaire. Bien sûr. Vous avez évoqué le mot de fission. Ouais. On a tous envie de savoir précisément ce que c'est. C'est ça. Donc, la fission nucléaire, c'est le fait qu'un atome d'uranium, quand il absorbe un neutron, se casse en deux ou en trois parties et émet aussi des neutrons et de l'énergie et de la chaleur. Et ça, c'est Lise Meitner, là, une physicienne autrichienne qui était d'origine juive et qui a dû fuir l'Autriche et l'Allemagne en 1939 et qui s'est réfugiée en Suède. Et c'est là qu'en entendant parler, en recevant un courrier d'un de ses anciens collaborateurs en Allemagne, qu'elle a avec son neveu, qui était aussi un physicien, qui était là, qui a été important dans la guerre aussi, qui ont eu cette idée-là de la fission et qui ont écrit un papier qui a été publié. Et donc ça, à partir de là, de février 1939, beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillaient dans ce domaine-là se sont emparés de ça, ont commencé à faire des expériences et faire des découvertes. Alors, la fission, est-ce qu'on a rapidement réalisé ce à quoi ça pouvait servir ou on a mis du temps? Est-ce qu'on a tâtonné ou rapidement on a vu qu'il y avait une énergie très importante à capter? Oui, ça a été quand même pas mal rapide, là. Il y avait déjà eu toutes sortes d'expériences qui avaient été faites et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était libérée, beaucoup plus que dans des réactions chimiques là, normales qu'on connaît. Donc ça, c'est une réaction nucléaire. Et en France, par exemple, un des premiers endroits dans le monde où on a continué à faire des expériences là-dessus, c'était à Paris avec Joliot, qui était l'époux de Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. Et les deux, Irène et Frédéric Joliot-Curie, avaient reçu déjà le prix Nobel de physique là, en 1935 pour des recherches sur la radioactivité. Et lui, avec certains collaborateurs qui ont été très importants à Montréal, là, Hans Alban et Lev Kowarski, ont, dès 1939, commencé à faire des expériences sur la fission et ont même écrit des papiers, puis ont même déposé des brevets à la fois sur l'énergie nucléaire et sur la bombe nucléaire, dès 1939, fin 39, début 40. Alors, on va revenir un peu après sur ces deux avenues. Ouais. Y avait-il d'autres laboratoires? Dans ce cas-là, on évoque évidemment la partie française où on est très en avance. Mais il y avait également, je crois, des Allemands, des Anglais qui animaient un peu ce secteur. C'est ça. Du côté des Allemands, il y avait des laboratoires aussi très importants. Là. Il y avait Otto Hahn qui était le collaborateur de Lise Meitner. C'est là, en réalité, que les premières expériences ont été faites qui ont amené à la découverte de la fission. Donc, les Allemands, il y avait aussi Werner Heisenberg, qui était un des plus grands physiciens de l'époque. Et c'est pour ça que les Alliés craignaient que les Allemands développent la bombe. Bon, du côté des Anglais, il y a aussi des très anciens laboratoires avec beaucoup de physiciens connus, en particulier à Cambridge, le laboratoire Cavendish. C'est là qu'a été découvert le neutron dans les années 30. Et là, il y avait des équipes qui travaillaient aussi, qui ont commencé aussi à travailler sur la fission. Et il y avait aussi, aux États-Unis, c'était nouveau, mais il y a quand même eu beaucoup de réfugiés, de gens qui ont quitté et qui se sont réfugiés principalement en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et là, ils ont commencé aussi des recherches aux États-Unis là, en 1939, justement dans ces mêmes années-là. D'accord. Les Anglais, par exemple, dans ce qu'on lit dans votre ouvrage, avaient une certaine avance. Est-ce que c'est eux qui ont vraiment compris qu'on pouvait faire une bombe avec cette nouvelle énergie? C'est ça. Donc, comme je disais, il y a eu beaucoup de réfugiés qui fuyaient l'Allemagne, l'Autriche ou la France, qui étaient des pays occupés par l'Allemagne, qui se sont retrouvés en Angleterre, dont Rudolf Peierls. Et lui, avec un de ses collègues, ont écrit un mémo en 1940 qui montrait que la masse critique d'uranium, donc la masse qu'on a besoin pour créer une bombe nucléaire, était relativement faible, de l'ordre de quelques kilogrammes. Avant
eux, avant l'article qui démontrait ça, on pensait que c'était dans les tonnes. Donc, c'était impraticable. La plupart des gens pensaient, avant que Payal s'écrive ça, que c'était pas vraiment possible physiquement de faire une bombe. Tandis que, donc là, ça a été fait en Angleterre pendant la guerre. Ça a été vraiment comme un coup de tonnerre et ça a été distribué, c'est remonté jusqu'au gouvernement britannique, gouvernement Churchill. Et là, ils ont décidé de créer un comité pour étudier cette question-là parce que c'était la période en plus où l'Angleterre se trouvait vraiment seul. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. La France était occupée. Ils étaient bombardés par les Allemands. Donc, ils cherchaient des moyens de reprendre l'initiative et ils ont décidé de commencer des études sur cette question-là. Un comité qui s'appelait le comité Maude, qui a travaillé pendant environ 1 an avec plusieurs universités. Et ils ont produit 2 rapports qui étaient un sur l'énergie nucléaire, la possibilité de construire des réacteurs nucléaires, et un autre sur la bombe, et avec vraiment des détails assez pratiques, quand même très avancés pour la période, là, qui était déjà 1941, disons début printemps 1941. Et là, à ce moment-là, les Anglais étaient vraiment en avance sur tous les autres, là. Donc là, Gilles, nous venons de parler de l'avance que les Anglais ont d'un point de vue scientifique. On parle depuis tout à l'heure d'une bombe atomique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce qui se passe au sein d'une bombe atomique et en quoi ça fait la différence par rapport à des armes conventionnelles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Pour comprendre ça, il faut parler de réaction en chaîne. Là, je t'expliquais tantôt la fission. Donc, c'est un atome d'uranium qui absorbe un neutron qui explose et libère d'autres neutrons. Quand ces neutrons-là sont absorbés par d'autres atomes d'uranium, qui eux aussi à leur tour explosent et émettent d'autres neutrons, c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Là, si la réaction en chaîne devient exponentielle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un atome d'uranium fissionne, il cause la fission de 3, puis après ça de 6, etc., puis ça augmente au 3, 9, puis ça va de façon exponentielle, c'est là qu'on peut avoir une explosion, donc une bombe atomique, et l'énergie qui est libérée à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, qu'on dit dans la réaction en chaîne, est très grande et beaucoup, beaucoup plus élevée que dans une réaction chimique. Une réaction chimique, par exemple, c'est quand on a de l'hydrogène puis de l'oxygène qui réagissent ensemble, qui vont émettre de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que dans une bombe nucléaire, c'est tellement plus puissant qu'une bombe conventionnelle qui est sur une réaction chimique. Donc, ça peut être de l'ordre de 10 000 fois plus puissant que les plus grosses bombes conventionnelles de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y a aucune comparaison. Au lieu de bombarder, par exemple, pendant 1 à 2 journées, comme on l'a fait, les Allemands et les Alliés l'ont fait pendant la guerre, là, comme Tokyo a été détruit complètement, mais on a bombardé jour et nuit pendant presque 2 jours. Au lieu de faire ça, on envoie une seule bombe et ça a presque le même effet. Donc, D'accord. On peut voir la différence. Là, c'est des ordres de grandeur de différence avec des bombes conventionnelles. Ouais, effectivement. Donc, on imagine, à l'époque, les Anglais réalisaient ce potentiel-là. On imagine aussi les Anglais victimes du Blitz. D'ailleurs, vous en parlez un peu dans votre livre, notamment en donnant l'exemple de quelqu'un qui va travailler ensuite dans le laboratoire de Montréal et qui est chargé de relancer les bombes qui sont tombées sur son bâtiment. Donc on voit que l'Angleterre est vraiment mise à mal par les Allemands. Donc on imagine que la perspective potentielle d'une telle bombe peut être évidemment décisif. Ça peut être décisif pour eux dans le cours de la guerre. On se demande finalement, quels sont les ingrédients? Parce que là, on parle de la recette, mais quels sont les ingrédients pour fabriquer une bombe nucléaire à l'époque? Donc, il y a 2 sortes d'uranium dans la nature, là, dans l'uranium naturel qu'on trouve dans la roche. Il y a l'uranium 238 et 235. La seule différence, c'est justement les masses. Le 238 est plus pesant que le 235. Et c'est seulement le 235 qui fissionne.
Donc, si on veut faire une bombe, il faut, ce qu'on dit, enrichir l'uranium naturel en 235 pour avoir presque au moins 99,9 % de 235. Et ça, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut les séparer et ils sont intimement liés. Donc ça, c'est une des façons de faire, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement de l'uranium pour avoir juste de l'uranium-235. Et ça, les Anglais démarrent des recherches là-dessus, mais ils se rendent compte assez rapidement que c'est très complexe. Et pendant la guerre, il y a une autre découverte qui est faite, qui est majeure, qui va avoir un gros impact aussi sur le laboratoire de Montréal, c'est qu'on découvre qu'il y a un autre élément, un autre produit qui fissionne, qui est le plutonium, qui est un élément qui n'existe pas dans la nature. Mais quand l'uranium-238, l'autre uranium, absorbe un neutron, après décroissance, il se transforme en plutonium-239, qui, lui, est fissile, qui peut fissionner. Donc, et ça, c'est potentiellement plus facile que l'uranium-235, parce que le plutonium, comme ce n'est pas le même élément chimique que l'uranium, on peut l'extraire, le sortir de l'uranium où est-ce qu'il est créé plus facilement que séparer le 235 du 238. Sauf que pour créer du plutonium-239, ça se fait dans un réacteur nucléaire. Donc, la première chose à faire quand même, il faut construire un réacteur nucléaire, irradier des barres d'uranium, et là, on sort cet uranium-là hautement radioactif. Il faut en extraire le plutonium-239 pour faire une bombe. Donc, il y a comme deux avenues. On découvre pendant la guerre qu'il y a deux avenues vers les bombes nucléaires, la bombe à l'uranium puis la bombe au plutonium. Est-ce que les Anglais sont encore derrière cette découverte? C'est à la fois les Anglais et les Américains. Les premiers travaux théoriques qui montrent que le plutonium-239 serait fissile sont faits en Angleterre, au laboratoire Cavendish. Mais les premiers qui créent vraiment le plutonium, c'est aux États-Unis que c'est fait. Là, des quelques microgrammes sont faits premièrement aux États-Unis. Très bien. Donc, dans votre livre, là, on vient de parler de l'uranium et du plutonium, mais il y a un autre élément dont vous parlez dans votre livre qui s'appelle l'eau lourde. Ça, si vous allez nous en dire un petit mot, parce qu'on a senti que c'était un matériel qui était vraiment très important aussi dans la conception d'un réacteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus? Parce que dans un réacteur nucléaire, il y a aussi la réaction en chaîne. Mais il faut la contrôler, justement, pour produire puis pouvoir exploiter l'énergie. Il faut qu'elle soit contrôlée, il ne faut pas qu'elle soit exponentielle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ralentir les neutrons, parce que quand les neutrons sont créés dans l'uranium, ils sont à très grande vitesse. Et si on a de l'uranium naturel, disons composé de 235, 238, ils ne sont pas nécessairement absorbés, ils sortent de l'uranium, de la gangue d'uranium. Si on met un autre matériau qu'on appelle un modérateur, justement parce qu'il modère les neutrons, il les ralentisse, ça donne le temps à l'autre uranium de capturer les neutrons qui sont émis. Donc, dans un réacteur nucléaire, c'est obligatoire, ou en tout cas les types qu'on a créés durant la guerre, on doit avoir un modérateur. Et ça, il y en a quelques-uns qui existent dans la nature, comme l'eau ordinaire, l'eau légère, l'eau lourde, et le graphite, qui sont les principaux modérateurs. Et le meilleur, le plus utile, c'est l'eau lourde, qui est une partie constituante de l'eau. Il y a, je ne me rappelle pas là, c'est combien, mais une partie par million ou par quelques milliers d'eau ordinaire, il y a de l'eau lourde dedans. Puis l'eau lourde, qu'est-ce que c'est? Bon, on sait, là, on connaît tous là, le symbole chimique de l'eau, c'est H2O. Donc, le H, c'est pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un proton avec un électron autour. Il y a une variante de l'hydrogène qui s'appelle le deutérium, dans lequel il y a un proton et un neutron. Donc, ça, c'est de l'hydrogène qui est plus lourd. Et si on le combine avec l'oxygène, ça fait D2O, donc de l'eau qui est plus lourde. De l'eau ordinaire, c'est 1 litre, c'est 16 kg, puis l'eau lourde, c'est 18 kg. Mais quand on la regarde, même si on y goûte, il n'y a aucune différence chimique. C'est seulement une différence de poids.
Donc, mais là, on a eu un cours de physique accéléré. En tout cas, même moi, j'ai compris. Et je suis ravi parce que c'est quelque chose qui nous paraît fondamental, en tout cas, Oui. pour comprendre la suite de ce qui s'est passé. Quand on vous écoute, on se dit, bah, finalement, les Anglais, ils avaient tout en main parce qu'ils ont les scientifiques, ils ont la connaissance, ils ont compris avant tout le monde qu'il fallait faire cette bombe nucléaire. On se demande comment ils ont pu louper ça. On va en parler juste après. Donc là, on se dit, effectivement, comment les Anglais ont fini par atterrir à Montréal parce que ils avaient finalement les cartes en main pour développer ça chez eux. Qu'est-ce qui leur manquait et pourquoi ils ont dû traverser l'Atlantique finalement? Oui, il y avait deux raisons principales. Bon, la première, c'est que quand même, ils étaient bombardés. Il y avait une question de sécurité aussi pour les laboratoires. Il y avait toujours un risque qu'ils soient attaqués ou même peut-être qu'ils craignaient pendant un certain temps que l'Allemagne débarque sur l'île. Et l'autre, qui était très importante, c'est les ressources. Parce que pour faire un réacteur nucléaire, on a besoin d'uranium et d'un modérateur. Donc, les Anglais avaient choisi l'eau lourde. Et ça, on en a besoin quand même en grande quantité. Et ils ne l'avaient pas en Angleterre. Et c'est pour ça qu'ils se sont tournés d'abord vers les États-Unis en disant, bien, il y a beaucoup de ressources aux États-Unis, puis aussi, on pourrait aller là. Mais bon, peut-être on en reparlera, mais les Américains ont dit, non, nous, on commence notre propre projet, puis on ne veut pas avoir affaire avec vous. Donc, suite à ça, ils se sont tournés vers le Canada, où on a beaucoup de ressources en uranium et on était à côté de l'Angleterre dans la guerre dès les débuts, là, dès le lendemain du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le gouvernement britannique a demandé au gouvernement canadien si on était prêt à recevoir un laboratoire qui déménagerait de Cambridge en Angleterre au Canada. Et le gouvernement canadien a très rapidement répondu oui. En pensant évidemment que ça pourrait aussi aider le Canada de façon peut-être industrielle après la guerre. Là, tout le monde pensait aussi qu'est-ce qui va se passer éventuellement après la guerre là-dedans. Bien sûr. Alors, quelle localisation est retenue et qui vient en premier pour développer ce laboratoire? Donc, au départ, on pense à Ottawa. C'est la première ville qui a été considérée. Mais rapidement, finalement, le choix s'arrête sur Montréal pour plusieurs raisons. Bon, une des raisons, c'est que c'était quand même la plus grosse ville, la ville la plus industrielle au Canada. Déjà, il y avait beaucoup d'industries militaires, de production de munitions, de tanks, de bateaux à Montréal pendant la guerre. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une réputation. Montréal avait sa réputation aussi en physique grâce à Ernest Rutherford, là, qui était un physicien néo-zélandais, mais qui a travaillé à l'Université McGill pendant presque 10 ans, au début du 20e siècle, sur la radioactivité. Et c'est lui, grâce à ces travaux-là, qui a même prouvé que la radioactivité, c'était finalement la transmutation d'un élément dans un autre. C'est un élément qui se transforme dans un autre élément là, du tableau périodique. Et il y a eu le prix Nobel de chimie là, en 1908 pour ça. Et Rutherford, après finalement avoir quitté Montréal, était allé à Cambridge en Angleterre, où il avait travaillé et puis il avait formé beaucoup de physiciens qui étaient là pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui travaillaient au Cavendish, là, à Cambridge. Et donc, eux avaient déjà entendu parler de Montréal et c'est un peu pour ça aussi que Montréal a été choisi. Donc, dans cette continuité-là, qui est le premier scientifique à débarquer au Canada? Le premier qu'on voit sur la couverture du livre, qui est la personne là, au centre, s'appelle Hans Alban. C'est un Autrichien d'origine, mais qui s'était retrouvé à la fin des années 30 avec Joliot, Frédéric Joliot, à Paris, dans son laboratoire au Collège de France, et qui avait été dans les premiers à faire des expériences justement avec de l'eau lourde que les Français avaient récupérée en Norvège. En tout cas, il y a toute une histoire derrière ça. Et il avait commencé à prouver que justement une réaction en chaîne était possible avec l'uranium et l'eau lourde, mais il manquait de matériaux, il fallait plus d'uranium, plus d'eau lourde. Et là, les Allemands ont envahi la France. Alban et son collègue Kowarski ont fui en Angleterre avec l'eau lourde et se sont retrouvés à Cambridge. Et quand le laboratoire de Cambridge a déménagé à Montréal, c'est Alban qui a été nommé directeur.
Donc, lui, il cherchait ça depuis longtemps. C'est un homme qui était quand même ambitieux, qui avait les capacités aussi pour le faire. C'était quand même un physicien qui était d'avant-garde là, dans ce domaine-là. Et il arrive à la fin de l'automne 1942 à Montréal, à la recherche d'un endroit, parce qu'on avait décidé de la ville, mais on n'avait pas décidé de où c'était pour avoir lieu là, à Montréal. Alors, on découvre avec un grand intérêt dans votre livre que, évidemment, avant d'aller à l'Université de Montréal, ils sont allés à McGill. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément où ils sont allés pour les Montréalais qui nous suivent aujourd'hui? Donc, le recteur de l'Université McGill de l'époque, l'Université McGill était déjà très engagée dans la guerre. Il y avait plusieurs projets de recherche, veut aider le laboratoire de Montréal, veut aider Alban et offre une villa qui appartient à l'Université McGill, qui était sur la rue Simpson, là, qui est au centre-ville de Montréal, maintenant au centre-ville, et offre que le laboratoire s'installe là. Donc, temporairement, le laboratoire s'y installe, mais c'est quand même trop, même si c'est une villa, c'est une grande maison, mais c'est pas assez grand pour un vrai laboratoire de recherche, et d'ailleurs, où on va utiliser des produits radioactifs, il faut... et là... une connaissance d'un des chimistes du laboratoire, qui est un Français qui s'était réfugié à Montréal pendant la guerre, était professeur à l'Université de Montréal, qui venait de déménager. L'Université de Montréal était dans le quartier latin, là où est-ce qu'il y a l'UQAM maintenant, pendant la guerre, en 1942, déménage sur la montagne, donc dans le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a des grands espaces inoccupés et lui propose que le laboratoire de Montréal s'installe dans une des ailes inoccupées de l'Université de Montréal. Et là, le Conseil national de la recherche du Canada, qui chapeaute le laboratoire de Montréal, loue une aile où est maintenant là, la faculté de médecine. Et c'est là que de mars 42 jusqu'à à peu près juin 1946, que le laboratoire de Montréal va être. Alors, dans votre ouvrage, on découvre qu'effectivement, il y a tout un processus de recrutement qui est complexe parce qu'il y a à la fois les Américains qui cherchent aussi à avoir les meilleurs scientifiques et puis qu'évidemment, on ne se déplace pas sur le globe aussi facilement qu'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un grand nombre de scientifiques prestigieux qui ont rejoint le laboratoire. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce qui s'est passé concrètement dans le laboratoire? Qu'est-ce qu'on y a fait à partir du moment où on est à l'Université de Montréal? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que directement on continue à travailler sur la bombe ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Oui, en fait, il y a deux objectifs qui sont donnés là, clairement au laboratoire de Montréal. Le premier, c'est de faire la conception d'un réacteur nucléaire. Il faut savoir que en 1942, il n'y en a pas encore qui existent. Le premier, c'était aux États-Unis là, à la fin 1942. Donc, on donne ça comme un des objectifs au laboratoire de Montréal. Et l'autre, c'est un aspect militaire, donc de développer un processus pour séparer le plutonium de l'uranium pour pouvoir éventuellement faire une bombe au plutonium. Donc, c'est ces deux grands objectifs-là qui sont donnés au laboratoire de Montréal. Mais pour faire ça, ça prend des ressources. Donc, il faut de l'uranium, il faut de l'eau lourde, il faut de l'uranium irradié dans lequel il y a du plutonium. Et tout ça, au début, pendant pratiquement 1 an, manque. Donc, on commence à faire les travaux de conception, les travaux théoriques. On engage des calculatrices, des femmes qui font les calculs pour aider les physiciens puis les physiciennes qui font la conception du réacteur. Mais assez rapidement, finalement, peut-être rendu à l'été 1943, on arrive dans une impasse parce qu'on manque de ressources pour faire les expériences, pour avancer. Donc là, Gilles, grâce à votre explication, on vient un peu de pénétrer dans les coulisses du laboratoire. On s'est un peu imaginé. Il y a beaucoup de gens, en tout cas parmi ceux qui nous regardent ce soir, qui ont certainement dû visiter l'Université de Montréal. Donc finalement, on peut se rendre compte à peu près de l'ambiance qu'il y avait là-bas. Jusqu'à combien de personnes ont travaillé simultanément dans le laboratoire? Est-ce qu'on est monté à des gros effectifs? Relativement gros pour l'époque, là, pour le Canada. Là. Donc, on a eu, au maximum, c'était dans un peu plus de 300 personnes. Il y a eu
Au total, environ 400 personnes qui ont travaillé au laboratoire de Montréal, là, ce qui est quand même, à l'époque, le plus gros projet scientifique de l'histoire du Canada. Et en plus, c'était international. Il y avait des gens d'une douzaine, une quinzaine de nationalités différentes qui travaillaient là. Donc, c'était quand même un des premiers vrais projets multinationaux là, de recherche. On voit certaines photos, notamment ils vont dans des restaurants. Il y a une photo qui est marrante où ils sont avec un animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ça? Oui, bien, il y avait un restaurant à Montréal qui s'appelait Au lutin qui bouffe, qui était célèbre à l'époque parce que le propriétaire prenait des photos des convives avec un animal, soit un porcelet, un petit porc, ou un agneau. J'imagine que ça dépendait peut-être de la religion des gens qui mangeaient, là. Donc, il y a des gens du laboratoire de Montréal qui allaient là. Le laboratoire était à l'université sur la montagne. Et ça, c'était plutôt plus près du centre-ville, là. C'était sur la rue Saint-Grégoire. Donc, on a une bonne photo d'un groupe de chercheurs là, qui est là, au lutin qui bouffe. Effectivement, ça donne un peu... Donc, il y avait quand même des gens qui ne se connaissaient pas, finalement, ont constitué un réel groupe où il y avait une certaine ambiance de travail, certainement positive. Mais justement, est-ce que c'était pas un peu trop voyeur? Est-ce que les gens autour se sont rendus compte qu'il y avait ce projet? Est-ce que les Montréalais étaient au courant à l'époque? Non, il y avait très peu de gens qui étaient au courant, bien qu'il y a eu dans le Montréal Matin, qui était un journal de l'époque, il y a eu une fuite, un article au début janvier 1943 qui était intitulé quelque chose comme « 60 savants étrangers viennent à Montréal faire des recherches extrêmement importantes ». Et dans le détail, on disait que c'était des recherches sur l'atome. Et le directeur, Alban, a été très fâché là, quand il a vu ça parce que tout était supposé être secret. Chaque personne qui est rentrée au laboratoire signait une entente de confidentialité. Ils ne devaient même pas en parler à leur mari ou à leur femme. Et donc, il y a eu une enquête qui a été faite pour savoir d'où venait la fuite, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était justement le professeur de l'Université de Montréal là, qui avait réussi à trouver un nid pour le laboratoire, qui avait été un peu frustré finalement qu'on ne l'ait pas tellement remercié de ça, et qui a glissé à des journalistes comme quoi il y avait quelque chose qui se passait à Montréal. Mais là, la censure qui existait, qui était très présente pendant la guerre, a été avertie. Et c'était la seule fois qu'il y a eu quelque chose qui est sorti. Et c'est pas avant le mois d'août 1945 là, que ça a été, après Hiroshima et Nagasaki, ça a été rendu public. Le gouvernement canadien, comme les gouvernements britanniques et américains, là, ont fait des communiqués de presse puis ont rendu public l'existence là, de ces projets-là. Sur votre couverture, donc sur la couverture de votre ouvrage, que je remontre à nouveau, il y a donc un autre personnage que vous avez évoqué tout à l'heure sans trop rentrer dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Qui est cet homme mystérieux? Ouais. C'est ça, c'est Lev Kovarsky. C'est un homme qui était né en Russie, lui aussi d'ascendance juive. Il était collègue de Alban. Les deux ont travaillé ensemble au laboratoire de Joliot-Curie. On fuit la France ensemble avec l'eau lourde et leur famille aussi jusqu'en Angleterre. Et ils ont écrit plusieurs articles scientifiques communs. Ils ont même écrit un article là, quand ils étaient en Angleterre sur l'état de la recherche sur les réacteurs nucléaires, qui a été mis sous scellé parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit publié parce que ça donnait trop de détails. Et il a été redécouvert seulement ces dernières années. Et ça a été écrit en 1941. On s'aperçoit que c'est un article qui était vraiment assez impressionnant à quel point il était avancé à l'époque. Et donc, ils travaillaient ensemble. Mais c'était une collaboration qui était difficile parce qu'il y avait deux caractères et deux personnalités qui étaient pratiquement opposées. Alban, c'est un homme qui vient d'une famille très aisée, qui est à l'aise en société. Pour lui, c'est normal qu'il doit être en charge des projets puis diriger. Et il considère Kovarsky comme étant finalement son subalterne, celui qui est là pour l'aider. Kovarsky ne vient pas d'un milieu aussi aisé que Alban. Il a dû travailler pour payer ses études, émigrer en France. Mais il a quand même réussi à aller jusqu'au laboratoire des Curie, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. Et
quand ils déménagent et ils vont à Cambridge, Alban, finalement, fait beaucoup de voyages, puis tout ça pour organiser le laboratoire, puis devenir le chef, tandis que c'est Kowarski, finalement, qui devient à ce moment-là responsable au jour le jour des expériences qui se font en Angleterre. Et quand vient le temps de déménager le laboratoire de Cambridge à Montréal, Kowarski dit non, moi je ne déménage pas, je ne veux plus être le second de Alban, je reste. Je reste à Cambridge. Et la majorité de l'équipe de Cambridge décide de faire la même chose. Donc, on est pris avec un gros problème. Il va falloir tout le doigté de James Chadwick, là, qui est le découvreur du neutron, un grand physicien britannique, pour aller convaincre ses compatriotes de déménager à Montréal. Mais Kowarski, lui, va rester à Cambridge pendant encore presque 2 ans. Mais il va y avoir un retournement, finalement, qui va se produire là, en 1943 et 1944. C'est que les problèmes que j'évoquais tantôt du laboratoire de Montréal, Alban n'a pas été capable de les résoudre finalement, pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas seulement dues à sa faute à lui, parce que les Américains ont joué un grand rôle là-dedans. Les Américains ne voulaient pas collaborer au départ. Le projet Manhattan aux États-Unis était sous l'armée américaine, le général Groves, et lui, il voulait tout contrôler. Il était aussi, il n'aimait pas les étrangers, donc il regardait tous les noms qu'il y avait à Montréal, Alban, puis Goldschmidt, puis des noms comme ça, il trouvait que ça lui faisait peur, il n'aimait pas ça. Et quand finalement, en 1943, il y a eu une entente entre les Anglais et les Américains, il a fallu même qu'il y ait un sommet qui a eu lieu dans la ville de Québec en août 1943, une rencontre entre Churchill et Roosevelt qui signe un document secret, une entente de collaboration dans le domaine nucléaire. Groves et les Américains, dans le fond, même si ce n'est pas écrit, exigent que Alban parte, que ce soit un Britannique qui soit à la tête du projet à Montréal. Et c'est là qu'il est remplacé par John Cockcroft, qui arrive là, au printemps 1944. Et lui aussi, c'est un physicien très connu, très respecté et aussi un très bon administrateur. Après la guerre, il va gagner le prix Nobel de physique pour un accélérateur de particules qu'il avait inventé dans les années 30 à Cambridge aussi. Et quand Cockcroft prend les rênes du laboratoire de Montréal, une des premières décisions qu'il prend, c'est que un des 2 projets là, dont je parlais, c'était de construire un gros réacteur nucléaire. Mais ça n'avait jamais été fait là, de cette taille-là. Et il décide de commencer finalement par plus petit, de faire un petit réacteur nucléaire qui est presque zéro énergie, est très, très faible puissance, 1 watt, imaginez-vous, là, pour un réacteur nucléaire, là, c'est extrêmement petit. Et là, il cherche une personne pour être responsable de ce projet-là et il choisit Kowarski. Tandis qu'Alban, lui, essayait de pousser une autre personne. Et finalement, Kowarski déménage avec sa famille à Montréal. Et en dedans d'1 an, il arrive au mois d'août 1944. Et en début septembre 1945, le réacteur a été désigné, construit et mis en service. Et c'est le 2e pays au monde là, où on va avoir eu un réacteur opérationnel. C'est le Canada, après les États-Unis. Alors justement, Gilles, vous m'offrez une très belle transition. C'est évidemment, là, on comprend que les Anglais, donc à travers le laboratoire de Montréal, ont eu de l'avance, puis ont perdu complètement cette avance et se sont même fait dépasser par leurs alliés américains. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait du projet atomique américain, qu'on comprenne, on sait comment ça a fini en tout cas, mais là, quelles ont été leurs forces, qu'est-ce qu'ils ont développé de vraiment différent? Donc, en 1941, on l'a vu, là, les Anglais sont à l'avance, le rapport Mould, tout ça. Et ils vont aux États-Unis parce qu'ils se disent, on aimerait ça, que les États-Unis embarquent dans la guerre, nous aident. Mais à ce moment-là, les Américains ne sont pas vraiment intéressés. Ils ne réussissent pas, en tout cas, à susciter l'intérêt des Américains. Vers la fin 1941, par contre, les choses commencent à bouger du côté des États-Unis. Ils ont un atout très important, c'est Enrico Fermi, qui est un physicien italien qui travaille justement un peu comme Alban et Kowarski sur un projet de réacteur nucléaire. Il est un petit peu en retard à ce moment-là sur eux, mais disons comme dans la course, là, si on veut. Et là arrive Pearl Harbor. Donc,
les Américains décident finalement de se lancer, mais là, c'est des moyens gigantesques qu'ils déploient dans le projet Manhattan. Le projet Manhattan avait été créé 2 ou 3 jours avant Pearl Harbor, imaginez-vous. Et donc, après ça, début 1942, ils mettent des moyens gigantesques et en dedans d'un an, ils ont déjà un réacteur opérationnel aux États-Unis. C'est juste pour donner une idée de l'ampleur, là, il y a eu au maximum aux États-Unis 100 000 personnes qui ont travaillé sur le projet Manhattan en même temps. Tandis qu'à Montréal, on parlait quand même de 3 à 400. Là. Donc, c'est des ordres de grandeur complètement différents. Et ils vont réussir à faire ce que beaucoup de gens pensaient impensable pendant la guerre, tout faire jusqu'à développer les 2 types de bombes. Donc, la bombe à uranium et celle au plutonium, et qui vont lancer les 2, une sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en lisant le livre et puis en écoutant quelques interviews que vous avez déjà données, c'est qu'on y apprend à travers le témoignage d'une survivante, donc qui est Alma Tchaket, dont vous nous direz un mot tout à l'heure. Cette personne, donc, qui est vivante à 102 ans, raconte que finalement, le jour où les journaux sortent avec l'histoire d'Hiroshima, ils sont finalement très surpris, quoi. Ils sont un peu abasourdis parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait cette explosion-là pendant la guerre. Ce qui est vraiment étrange, c'est que pour l'instant, avant que votre livre sorte, beaucoup de gens avaient entendu vaguement parler du laboratoire de Montréal et pensaient qu'il était directement relié au projet Manhattan. Et là, on se rend compte en lisant que oui, ils sont reliés au projet Manhattan, mais ils ne sont pas directement impliqués. Évidemment, les Américains les tiennent un peu à l'écart pour des tas de raisons qu'on peut découvrir dans le livre. Mais qu'est-ce qui, d'après vous, fait que Alma Tchaket n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait finalement, de la finalité de son travail? Bien, c'était quand même très compartimenté. Là. Il y avait mis dans tous ces projets-là des compartiments où les gens ne parlaient qu'à ceux de leur propre groupe et seulement quelques personnes étaient au courant du but final. Et comme c'était la guerre, puis il y avait d'autres projets de ce type-là aussi, c'était comme ça que les gens fonctionnaient et on n'était pas encouragés à poser des questions. Donc, la grande majorité des employés du laboratoire de Montréal n'avaient pas d'idée des objectifs finaux. À quoi ça allait servir le travail qu'ils faisaient? Bon, peut-être qu'ils pouvaient y penser, là, mais c'était pas d'une connaissance générale là, que la bombe, qu'il pouvait y avoir une bombe. Là. Il y avait certains physiciens, des personnes qui étaient au courant, mais ils étaient assez peu nombreux finalement. À Montréal, il y avait peut-être 15, peut-être 20 personnes qui savaient à quoi servaient les recherches qui étaient entreprises et qui avaient entendu dire qu'il se passait quelque chose aux États-Unis. Mais la très, très grande majorité des gens ont été très surpris, y compris les gens qui travaillaient au laboratoire de Montréal, là, le 6 août 1945 au matin, de voir dans les journaux qu'il y avait eu une bombe là, qui avait été larguée sur Hiroshima. Puis c'est un chimiste, Léo Yaff, qui était passé au kiosque à journaux avant, puis qui est arrivé au laboratoire avec ça pour le montrer à tout le monde. Et là, il y a eu un silence. Parce que là, les gens sont de Montréal, qui travaillent à Montréal, sont aperçus de l'impact que ça pouvait avoir. En effet. Alors, justement, en termes d'impact, est-ce que, là, vous le retracez dans le livre, sans hésitation, vous dites qu'il n'y a pas réellement de lien entre les produits qui ont été conçus à Montréal et les bombes qui ont explosé. Donc vous pensez que le Canada est totalement en dehors de cette histoire d'explosion? Je dirais pas totalement, mais c'est sûr, bon, pour le laboratoire de Montréal, même si un des objectifs c'était une recherche militaire, ça n'a pas aidé ou contribué là, directement à Hiroshima et Nagasaki. Même si le laboratoire de Montréal n'avait pas existé, il y aurait quand même eu les bombes que les Américains auraient larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Ça ne veut pas dire que le Canada était complètement séparé de ça. Bon, il y a eu quand même de l'uranium canadien qui a été utilisé dans certains réacteurs pour faire des recherches. L'uranium des bombes ne venait pas directement du Canada, bon, venait du Congo belge, là, je l'écris dans le livre. Puis, le gouvernement canadien, en tout cas quelques membres du gouvernement étaient au courant. C'est sûr que, bon, les États-Unis n'ont pas
attendu l'avis du gouvernement canadien. Ils n'ont pas demandé son avis non plus pour larguer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Mais on peut dire que le gouvernement canadien a cautionné ça, était d'accord, était au courant et d'accord avec ça, un peu comme le gouvernement britannique aussi. Puis c'était un des seuls gouvernements dans le monde là, qui le savait. Là. Il y en avait très, très peu de gens. Puis Mackenzie King l'écrit dans son journal là, du 6 août 1945. Donc, le Canada, on pourrait dire, n'était pas vraiment impliqué directement dans le projet Manhattan, mais par contre, les gens qui ont travaillé à Montréal et la suite du laboratoire de Montréal qui est retourné en Angleterre, une partie est retournée en Angleterre après la guerre, a quand même donné les bombes britanniques, les bombes nucléaires en Angleterre et aussi en France. Parce que ceux qui ont développé le programme atomique en France, il y en a plusieurs qui avaient travaillé au laboratoire de Montréal. Donc indirectement, le Canada a contribué à ces bombes. Et justement, posons-nous la question, est-ce que le Canada a eu la volonté à un moment de fabriquer sa propre bombe? C'est-à-dire que le Canada aurait pu le faire. Comme je le disais, on était le deuxième pays au monde où il y a eu un réacteur nucléaire en opération. Ça aurait pris quand même des ressources financières et humaines aussi très importantes, mais ça aurait été possible. Le Canada aurait pu le faire. Assez rapidement, quand même, le gouvernement canadien décide de ne pas développer la bombe au Canada. Bon, il faut dire qu'on est à côté des États-Unis. Les États-Unis l'avaient. C'était peut-être probablement vraiment pas nécessaire là, que le Canada le fasse. Là. Et de plutôt poursuivre l'aventure du côté civil, donc le développement des réacteurs nucléaires. Et aussi, ce qu'il faut dire, et c'est quelque chose qui a été découvert à Montréal pendant la guerre, la médecine nucléaire, les traitements contre le cancer. Avant la guerre, on utilisait déjà des produits radioactifs pour attaquer les cellules cancéreuses, là, le radium, mais c'était, on pourrait dire, assez primitif. Il fallait que les cancers soient en surface. Et pendant la guerre, à Montréal, il y a un médecin, un oncologue, quelqu'un spécialisé dans les cancers, qui vient d'Angleterre, qui est responsable de la santé des employés du laboratoire de Montréal et qui a l'idée, en voyant tous les travaux, qu'on pourrait utiliser ça d'une façon très positive pour lutter contre le cancer. Et il écrit plusieurs rapports, dont un qui parle spécifiquement du cobalt-60. Et le Canada, après le laboratoire de Montréal, après la guerre, déménage à Chalk River, où il est toujours, qui est un laboratoire national pour le Canada. Et on développe à Chalk River, donc, on extrait, après qu'on ait mis en service les réacteurs, on extrait du cobalt-60 qu'on met dans des machines qu'on appelle les bombes au cobalt. Donc, c'est un drôle de terme, là, puisque c'est un terme militaire, mais c'est comme on appelle ça, c'est finalement une machine pour traiter le cancer. Et le Canada va être le premier pays où ça va être fait et on va être le plus grand producteur de ce type de machine-là pour lutter contre le cancer et de radioisotopes aussi utilisés en médecine nucléaire. Là, jusqu'à l'an dernier, là, on était le plus grand producteur mondial. Donc finalement, Montréal et la bombe, c'est aussi la bombe médicale. Donc ça, c'est un aspect qui est méconnu, mais qui est vraiment important. On a parlé tout à l'heure de Alma Tchaket. Il n'y a aucune interview où on ne parle pas d'elle parce que je pense que c'est vraiment incroyable d'avoir encore cette survivante 102 ans. Vous l'avez rencontrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui elle est? Donc, Alma Tchaket est une chimiste. Elle a gradué là, de l'Université de Birmingham en Angleterre en 1940. Et son mari était également un chimiste et les deux ont été engagés par le laboratoire de Montréal. Bon, lui, par le gouvernement britannique, elle, par un drôle de concours de circonstances, elle a été engagée finalement par le gouvernement canadien parce qu'à l'époque, on disait qu'il ne fallait pas que les maris, hommes et femmes, travaillent ensemble dans le même laboratoire. Et donc, elle est venue à Montréal pendant à peu près 1 an et demi. Et pour elle, c'était une période qui était vraiment très particulière, très positive. C'était des recherches quand même qui étaient les plus avancées de l'époque dans ce domaine-là. Et aussi,
la situation à Montréal était quand même beaucoup plus relaxe qu'elle l'était en Angleterre. Donc, ils trouvaient que la vie était bien meilleure ici. Et ils ont pu aussi envoyer à leur famille qui était restée en Angleterre des denrées, puis toutes sortes de choses. Et ensuite de ça, elle a eu une carrière comme chimiste là, jusque dans les années 80. Elle a publié des articles scientifiques, elle a travaillé aussi dans des universités. Et j'ai pu la retracer. J'ai fait plusieurs recherches. J'ai retracé une trentaine d'enfants, de personnes qui avaient travaillé à Montréal, mais aussi 2 personnes qui sont toujours vivantes, dont Alma Tchaket, que je suis allé rencontrer l'année passée là, au Pays de Galles, et qui a toute sa tête, qui a une mémoire absolument incroyable et qui, à 102 ans, prend encore son sherry à tous les soirs, là, comme toute bonne dame anglaise. Là. Est-ce qu'elle a reçu le livre, justement? Elle l'a reçu, on a discuté, on a encore discuté dernièrement par Skype, donc et elle a beaucoup contribué, puis elle m'a beaucoup encouragé aussi, là, et elle a contribué plusieurs photos, elle avait gardé dans des albums de famille des photos d'époque, dont une photo incroyable du groupe de chimie du laboratoire de Montréal. Ça, c'est la photo et donc, ça, c'est elle. On la voit dans son appartement, là, près de la rue Côte-des-Neiges à Montréal, là, qui était un appartement neuf à l'époque. Puis, la photo qu'elle avait gardée et qu'elle m'a donnée, on voit qu'il y a à peu près le tiers du groupe de chimie qui sont des femmes. Alors que dans tous les documents, avant que je commence ma recherche, on ne parlait jamais qu'il y avait eu des femmes qui avaient travaillé au laboratoire de Montréal. Et avec elle et d'autres personnes, l'autre personne que j'ai rencontrée s'appelle Joan Wilkie. Elle, c'est une Montréalaise, était née à Montréal. Et elle avait été engagée comme calculatrice. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et tous les calculs qui sont maintenant faits par ordinateur étaient faits par des personnes à la main, bon, avec des petites calculettes, là, mais principalement à la main. Et c'était presque toutes des femmes. On considérait dans le temps que les femmes étaient bien meilleures que les hommes pour se concentrer pour faire ce type de calcul-là. Et on engageait en général des jeunes femmes qui sortaient de l'école secondaire. Et donc, Joan Wilkie, elle a passé un test. Puis en 1943, elle était engagée comme première calculatrice du laboratoire de Montréal. Et elle vit toujours, elle a 95 ans maintenant, dans la plus jeune survivante du laboratoire. Elle habite en Angleterre, à Southampton, parce qu'elle a rencontré au laboratoire de Montréal un chimiste avec qui elle s'est mariée, puis qu'elle a suivi après ça en Angleterre. Donc, oui. Donc, dans le laboratoire, il y a aussi eu des histoires d'amour, des histoires humaines. Il y en a eu quand même pas mal, finalement, mais c'était toutes des jeunes personnes. Hein? La moyenne d'âge était extrêmement basse. C'était autour de 27 ans, 26, 27 ans quand même. Il faut savoir que la grande majorité des employés, c'était des jeunes hommes et des jeunes femmes. J'ai 2 dernières questions pour cette conférence, Gilles, avant de recevoir les questions de tous les gens qui nous regardent ce soir. La prochaine question, c'est à propos des États-Unis. On y revient. On a la sensation en lisant le livre que finalement, ils jouent un trouble jeu, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois alliés avec le Canada et l'Angleterre, mais que les informations ne circulent pas trop, qu'ils se méfient beaucoup de leurs alliés. Vraiment, on a l'impression que finalement, cette collaboration entre alliés, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu en retenir. Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de questionner l'histoire à travers juste le laboratoire de Montréal? Bien, c'est sûr qu'on voit dans le laboratoire de Montréal à quel point, finalement, c'était de la coopération entre alliés, mais aussi de la compétition, là. Puis donc, juste premièrement à penser à l'Union soviétique, qui était alliée aussi et avec qui les Anglais avaient promis d'échanger toutes les données scientifiques qu'ils trouvaient pendant la guerre. Ils n'ont rien envoyé sur les recherches qui ont été faites à Montréal puis aussi en Angleterre. Donc, parce que les Anglais, même s'ils étaient alliés et avaient besoin des Russes, se méfiaient de ce qui allait arriver après la guerre. Et la même chose pour les Américains. Quand les Américains ont vu qu'ils étaient en avance sur les Anglais et aussi ont réalisé l'importance stratégique qu'allait avoir le nucléaire après la guerre, ils ont pris la décision consciente de ralentir la coopération avec les Britanniques pour être sûrs
qui était pour être bien en avance sur tous les autres. Bon, ils pensaient premièrement à l'URSS, mais aussi aux Anglais et aux Français. D'ailleurs, il avait même interdit aux employés français, puis il y en avait plusieurs qui travaillaient au laboratoire de Montréal, de communiquer avec De Gaulle, avec la France libre, de leur dire, il n'était pas supposé leur dire quoi que ce soit. Bon, il y a eu un petit tour de passe-passe, puis finalement, les Français ont quand même réussi à dire à De Gaulle certaines choses, mais c'est juste pour montrer à quel point, finalement, il y avait une compétition aussi à l'intérieur de l'Alliance de la Deuxième Guerre mondiale, et on pensait à l'après-guerre, comment se positionner, qui allait être les premiers là, après la guerre. Et le laboratoire de Montréal a été au centre de cette question-là parce que justement, les Américains bloquaient des choses, les Français se demandaient comment le dire à De Gaulle, et les Russes avaient des espions, avaient planté des gens au laboratoire pour eux-mêmes aussi obtenir les informations. Là. Donc, effectivement, ils se sont servis eux-mêmes au niveau des informations puisqu'il y avait des gens qui leur rapportaient directement. Ils étaient beaucoup moins naïfs que ce que les Américains et les Anglais pouvaient croire. J'aimerais savoir, vous qui avez travaillé dans le nucléaire, finalement, est-ce que le Canada, à travers son programme nucléaire, a su utiliser vraiment cette énergie à bon escient pour nous éclairer, par exemple, au hasard, ou est-ce que c'est quelque chose qui, très vite, a été rendu obsolète? Bon, je dirais, mon livre n'a pas été écrit là, dans le but ni condamner, ni faire l'apologie là, du nucléaire civil. Ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment raconter l'histoire du laboratoire de Montréal. Mais si on regarde ce qui s'est passé après la guerre, c'est sûr que le Canada a développé une industrie nucléaire civile et ce qui est très rare au Canada, on a l'ensemble de l'industrie, à la fois les mines d'uranium, les usines de transformation, la médecine nucléaire et aussi les réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité. Il y a encore 19 réacteurs en opération au Canada, puis l'Ontario, plus de la moitié de l'électricité de l'Ontario là, est d'origine nucléaire. Et au Québec? Donc, au Québec, il y a eu 2 réacteurs nucléaires qui ont été en opération à Gentilly. Je pense que peut-être plusieurs auditeurs là, se souviennent de ça. Et Gentilly 2 a opéré pendant 30 ans, près de 30 ans, là, et a cessé ses opérations en décembre 2012. Donc, depuis ce temps-là, il n'y a plus de réacteurs de puissance en opération au Québec, mais il en reste quand même beaucoup au Canada. Là. C'est un des pays où on a un pourcentage d'électricité relativement élevé. Là. Pour le Canada, c'est autour de 15 % de l'électricité là, qui est d'origine nucléaire, puis 50 % pour l'Ontario. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, merci bien d'avoir accepté de répondre à nos questions.